Bonjour mesdames et messieurs, merci de l'honneur que vous me faites d'être ici. C'est un grand plaisir de revoir beaucoup d'entre vous qui ont été avec nous à travers cette longue marche. Aujourd'hui, c'est la fin. Aujourd'hui, on va résoudre ensemble maintenant le cube de Rubik. On va voir comment tous les éléments qu'on a traités dans les 7 dernières conférences et la conférence inaugurale, comment est-ce qu'on va les rattacher les unes avec les autres, comment est-ce qu'on va les imbriquer les unes avec les autres pour arriver en fait à la solution voulue qui est donc de pouvoir mettre en place une série d'actions et de politiques qui seraient à la hauteur du défi et qui nous permettraient de répondre à la question « Pouvons-nous abolir la faim ?» Et la réponse serait « Oui ». On le peut. Donc aujourd'hui, je vais surtout avoir beaucoup de rappels à travers toute cette conférence. Il y aura peu de choses qui seront nouvelles, mais je vais les rattacher. Ce qui était à la première conférence, avec la 6e, avec la 5e, la 3e, on va de l'une à l'autre, justement, comme le fameux cube de Rubik, on va les tourner comme ci, comme ça, et voir comment est-ce qu'elles peuvent s'imbriquer les unes avec les autres pour arriver à cette solution que nous cherchons, comment pouvons-nous abolir la faim. Et donc, avec ça, on passera de cette image avec laquelle j'ai commencé ma conférence inaugurale vers pas seulement l'image d'un enfant qui ne crève pas de faim en Afrique, mais aussi des enfants partout dans le monde qui mangeront pas seulement à leur faim, mais une nourriture saine et bonne pour leur santé. Alors, pour passer, je vais commencer avec un prologue et puis rattacher beaucoup de choses qui ont été dites dans les dernières 7 conférences, plus la conférence inaugurale, qui est mieux comprendre pour mieux agir. Et je vais parler de la faim, l'environnement et la société, l'analyse et la décision, et arriver à une conclusion importante qui est l'agriculture est au cœur du renouveau qu'on recherche. Et puis, je vais me permettre de vous donner ce que j'appelle les 10 commandements pour transformer l'agriculture mondiale, et qui sera en fait la nécessité d'action que nous devons préconiser pour pouvoir arriver à abolir la faim, et terminer en nous encourageant les uns et les autres que oui, on doit oser rêver qu'on peut abolir la faim. Alors, pour commencer de nouveau avec le prologue, ça c'est ce que j'avais dit tout à fait à la conférence inaugurale en novembre passé. J'ai dit qu'en Europe, les gens mangeaient bien maintenant, que la dernière famine en Europe avait été vraiment la grande famine irlandaise au milieu du 19e siècle, où un grand nombre avait quitté, que malheureusement la famine continuait à frapper le monde aujourd'hui, dans différents endroits, qu'aujourd'hui nous avons d'autres nuits, d'autres problèmes. Ceux d'entre vous qui étaient là hier avec Dr Zerhouni qui faisait sa conférence inaugurale auraient vu, il a même montré la statue du David de Michel-Ange qui, une fois qu'elle serait au régime des États-Unis, allait devenir aussi grosse que ces gens-là que vous voyez. Alors, pour moi, je vous rappelle, il y a des gens qui ont regardé la condition de l'esclavage au début du 19e siècle et qui ont dit que c'était inadmissible. Et ils ont demandé d'abolir l'esclavage, pas d'améliorer la situation, pas de réduire le nombre d'esclaves, mais d'abolir l'esclavage, et que c'était inadmissible, inhumain d'accepter ça. Et pour moi, dans un monde où il y a des surplus importants de production alimentaire, je vous rappelle ce que je vous ai dit il y a 2 jours, c'est-à-dire que même dans les périodes où nous semblons avoir des difficultés avec une flambée des prix de la nourriture, il y avait 19,8% du commerce mondial en stock, presque 20%, l'équivalent de 20%. Donc on aurait pu réduire vraiment les prix. Et qu'à ce moment-là, il y a des gens qui ne trouvent pas à manger, et c'est inadmissible, et c'est l'équivalent de l'esclavage aujourd'hui, qu'il y ait 1 milliard d'individus. C'est pour beaucoup de gens qui doivent s'indigner de voir pas seulement la quantité et la qualité de la nourriture qu'on a, mais le fait que dans les pays riches, à commencer par les États-Unis, entre 20 et 50%. Un jeune homme et moi-même, nous avons eu une discussion à ce sujet, enfin différentes études dans ce moment, mais celle officielle du gouvernement américain dit 20%, des études
jusque les universitaires de l'Université d'Arizona disent jusqu'à 50%, quel que soit le chiffre, c'est un chiffre faramineux. Vous vous imaginez toute la nourriture cuisinée des États-Unis, on en jette au moins le quart. C'est vraiment... Et il y a 1 milliard d'individus qui ne mangent pas à leur faim, ce n'est pas possible. Alors cette image n'est pas si loin de la réalité pour beaucoup de gens dans le monde. Cette image de gens qui vivent dans un monde et qui ne voient même pas ceux qui n'ont pas à manger. Et c'est pour ça que, comme avec l'histoire de l'esclavage, il faut devenir les nouveaux abolitionnistes. Il faut que nous, on dise, on doit abolir la faim. Alors, comment faire? Il faut mieux comprendre pour mieux agir. Et c'est pour ça que j'ai regroupé autour de ces thèmes beaucoup des éléments qu'on a traités ensemble dans ce cycle de cours, les 7 derniers cours plus la conférence inaugurale. À savoir que la faim est un énorme problème, puisqu'il y a 1 milliard de personnes, plus ou moins, c'est-à-dire c'est monté à 1,02 milliard, c'est descendu à 925, c'est monté enfin à 936 millions d'individus, mais on parle de cet ordre de grandeur. Voilà, ça vous donne un peu les chiffres de 800. En 70, on en était à 875, on est descendu, on est arrivé à 2000, on était à 850 à peu près, et on a dit non, il faut qu'on baisse de moitié. Ça, c'était l'objectif du millénaire. Au lieu de baisser de moitié, on est monté jusqu'au-delà du milliard. On est redescendu un peu cette année, mais enfin, le fait est que ça s'améliore peut-être en pourcentage, mais ça ne s'améliore pas en nombre absolu. Et que cette faim se trouve surtout dans les pays pauvres, parce que la faim, ce milliard d'individus qui se trouvent en Asie et en Afrique, ou l'Afrique subsaharienne la plus vulnérable, c'est surtout lié à l'extrême pauvreté. Mais aussi, de nouveau à cause de l'Afrique, je vais souligner ça, mais aussi les guerres, évidemment, chambardent toutes les possibilités de commercialisation, détruisent les réseaux, etc., le stockage. Et malheureusement, l'Afrique, la plus pauvre des régions du monde, est là où il y a encore le plus grand nombre de conflits en ce moment, à l'exception de l'Afghanistan dont nous parlons. Maintenant, nous espérons que ça se tasse un peu en Irak, mais il ne faut pas oublier, par exemple, que malgré que les médias n'en parlent pas, le Congo demeure la plus grande guerre du monde depuis la Deuxième Guerre mondiale. Qu'il y a 5 millions de personnes qui sont mortes au Congo depuis la Deuxième Guerre mondiale, qui ont fait de loin la plus grande guerre du monde, plus que le Vietnam, plus que tout. Et avec ça, alors il y a des conditions humaines qu'on ne peut pas imaginer, qui sont difficiles à regarder en face. Nous avons parlé de cette photo beaucoup, sa fameuse photo qui a eu le Pulitzer Prize, de la petite fille que le vautour attendait qu'elle meure pour qu'il puisse l'attaquer, et qu'elle a échappé, mais que le photographe s'est suicidé 3 mois plus tard. Enfin, ces conditions, il y a des camps pour l'humanitaire, le caritatif, mais ce n'est pas ça le fond du problème. Il faut attaquer le fond du problème, ce que nous voulons faire. Ce n'est pas amener de la nourriture à ceux qui ont immédiatement faim maintenant. Certes, c'est nécessaire. Certes, il faut le faire. On ne va pas les laisser mourir de faim. Mais il faut s'attaquer aux conditions qui font que ces individus se trouvent dans ces situations. Et c'est donc ça que nous voulons attaquer aujourd'hui, et reconnaître que c'est l'extrême pauvreté qui est la cause principale de la faim. C'était ça le grand travail d'Amartya Sen avec Jean Drèze, avec d'autres, etc. Mais la pauvreté n'est pas uniquement une absence de revenus. Ce n'est pas uniquement une absence de revenus. C'est la marginalisation, la privation, la perte de la dignité, l'exclusion. Il y a beaucoup de dimensions à la pauvreté que nous avons traitées dans les différents cours, dans le monde urbain, le monde rural, etc. Et nous sommes arrivés à la question essentielle qu'aucune politique ou aucun programme ne suffirait à lui seul, qu'il faudra un éventail d'interventions. Et nous avons besoin de réadapter maintes politiques existantes et de créer de nouveaux programmes
qui cible en particulier les gens de l'extrême pauvreté. Et on a vu beaucoup de ces questions dans les différentes conférences, l'agriculture, l'environnement, les questions sociales, les politiques, participation, le genre, l'urbanisation, l'infrastructure, l'économie, le commerce, la commercialisation, la microfinance, finance et crédit, etc. On a vu tout ça. Et c'est ça qui nous avait donné donc le petit schéma du cube de Rubik, où c'est très difficile comment imbriquer toutes ces politiques ensemble, mais ça peut se maîtriser et il y a une solution, et c'est ça que nous arrivons aujourd'hui. Alors, la solution, c'est d'assurer la sécurité alimentaire. La sécurité alimentaire, elle consiste à assurer à toute personne et à tout moment un accès à la nourriture dont elle a besoin en quantité et qualité suffisantes, produite d'une manière durable. Il faut aussi que la manière de production de cette nourriture soit telle qu'elle n'est pas en train de détruire l'environnement et peut-être répondre aux besoins immédiats, mais en train de détruire les capacités des futures générations de pouvoir répondre à ces besoins. On a dit aussi, en fait, on peut dire, ou bien vous achetez votre nourriture, ou bien vous la produisez vous-même. Mais en réalité, nous savons qu'un grand nombre d'individus, même dans le monde rural, achètent leur nourriture. Alors, le schéma qu'on avait discuté avant ça, seul le pourcentage en vert que vous voyez ici sont des vendeurs de surplus. Donc. Et vous voyez, Bolivie, Éthiopie, Bangladesh, Zambie, etc., c'est un tout petit pourcentage. Et un grand nombre des petits producteurs est aussi acheteur. Pas seulement les gens dans les villes et pas seulement dans les gens qui sont dans les autres métiers. Ce qui fait que donc, réduire le prix de la nourriture demeure l'instrument privilégié pour pouvoir combattre la faim. Et je souligne, étant donné que pour les plus pauvres des individus, la nourriture représente entre 60 et 70% de leur consommation, donc un programme qui réduit le coût alimentaire se traduit directement en une amélioration de leur bien-être, en un surplus de leurs revenus, sans administration, sans bureaucratie, sans rien du tout. Ça va directement dans la poche des pauvres. Ça leur permet d'acheter plus de nourriture s'ils en ont besoin, et ça leur permet de dégager un tout petit surplus pour acheter quelque chose d'autre s'ils étaient en train de manger à leur faim. Les plus pauvres, donc la réduction des prix de l'alimentaire est la manière la plus directe, la plus efficace de faire face à la faim et à l'extrême pauvreté. Or, elle est soulignée encore par le fait que le monde est en urbanisation fulgurante, que la proportion des individus dans le monde urbain a dépassé le monde rural et qu'elle va augmenter encore, et que, comme avec l'histoire de la faim, la situation des pauvres dans le monde urbain, avec les taudis et avec les bidonvilles, s'améliore au niveau des pourcentages, mais augmente au niveau des chiffres absolus. Alors, comment réduire les prix de l'alimentaire? On en revient à M. Borlaug et la Révolution verte. On en revient à la situation que la meilleure manière de réduire le prix de la nourriture, c'est d'avoir une production plus grande disponible à tout le monde. Alors, nous avons donc souligné que ce n'est pas seulement la production mais l'accès, parce que si le prix est trop élevé, ça fait que les gens ne peuvent pas accéder. Et puis, ce n'est pas seulement la manière, ce n'est pas seulement la quantité de production qui existe, mais c'est la manière dont ça a été produit. Donc, le processus lui-même doit être un processus de production durable et non pas destructeur. Et puis, il ne suffit pas d'avoir une technologie, il faut avoir une stratégie, un contexte qui permet à cette technologie d'être adoptée. Donc, les solutions technologiques ne sont qu'aussi bonnes que la situation sociopolitique et économique dans le contexte de laquelle cette technologie va être déployée. Et puis, il ne suffit pas de regarder les équilibres au niveau mondial, au niveau global, parce que les problèmes se passent au niveau national. Alors, je viens de vous dire, nous avons presque 20% de surplus dans les stockages, mais les stockages sont dans certains pays et non pas d'autres. Et nous avons au moins 30 pays cette année qui sont à risque défini par le FIDA et la FAO, c'est-à-dire
des pays qui ne pourront pas s'en tirer cette année sans une aide alimentaire externe. Une aide alimentaire externe. Ils ne pourront même pas acheter sur le marché mondial. Ils ont besoin d'une aide. 30 pays. Mais ce n'est pas seulement national, c'est aussi au niveau de l'individu, parce que autrement, les États-Unis, plus grands producteurs et exportateurs, parmi les plus grands exportateurs et producteurs du monde, n'auraient pas de gens qui ont faim. Or, qu'ils ont des gens qui ont faim malgré qu'ils jettent un quart de leur nourriture. Donc, c'est vraiment, il y a une situation individuelle à traiter au sein du national, même quand le national est équilibré. Et, comme on vient de l'expliquer, ce n'est pas seulement le monde rural, mais le monde urbain. Et puis, finalement, ce n'est pas uniquement le montant de la nourriture qu'on mange, mais aussi c'est le contenu nutritif qui compte. Donc, tout ça, c'est la sécurité alimentaire. On avait dit donc que pour s'attaquer à ce problème, on devait penser au court terme, moyen terme et long terme, et qu'on voyait qu'au niveau local, national et mondial, et que souvent les débats qui étaient axés sur « non, nous devons souligner l'accès », ce sont des débats qui tournent autour du court terme, et ça c'est très vrai, et ceux qui parlent de la production durable et du commerce équitable au niveau mondial, évidemment, sont en train de parler de la situation au niveau mondial, à long terme. Il faut un système d'échange, de commerce équitable, aussi bien qu'un système de production durable. En plus, pour donner cette sécurité alimentaire, il faut faire face à un grand défi, qui est une augmentation de plus de 2 milliards et quelques au niveau de la population d'ici 40 ans. Et en plus, tous seront dans les pays en voie de développement, toute cette augmentation de la population. Et en plus, il y a une transformation en profondeur de la diète des individus. Quand leurs revenus s'améliorent, ils demandent plus de protéines animales dans ce qu'ils mangent, dans leur contenu habituel alimentaire. Et les protéines animales ont besoin pour une augmentation de la production agricole. Il n'y a pas suffisamment de pâturage, ce qui fait que beaucoup de graines vont aller pour les aliments pour animaux. Et en plus, il y a des pays, à commencer par les États-Unis, qui ont subventionné les biofuels, surtout les biofuels de l'éthanol du maïs. Donc, il y a mis une pression supplémentaire sur le maïs aussi. Alors, pour faire face à tout ça, c'est très difficile, mais la solution, c'est-à-dire ce dont nous parlons, c'est d'assurer la disponibilité d'un montant suffisant et adéquat à tout le monde dans le cadre de la disponibilité financière aussi bien que produit d'une manière durable, qui ne détruit pas notre patrimoine, et sans nécessairement être à 100% importé. Alors, cette solution, pour trouver cette solution, pour arriver à cette solution, on passe par nécessité par le petit fermier, où il y en a à peu près 500 millions de petits fermiers dans le monde entier aujourd'hui, qui ont à peu près 1 hectare ou 2 maximum, et qui produisent un nombre important de la production alimentaire du monde. Mais en même temps, qui sont très pauvres, et donc la situation, c'est comment réduire le prix de l'alimentaire sans détruire leurs revenus à eux. C'est ça la problématique. Et là, on commence à voir notre cube en train d'entrer en jeu. Alors, les défis à relever, c'est que reconnaître que la production est une condition nécessaire, mais pas suffisante pour garantir la sécurité alimentaire, parce que la disponibilité, si c'est trop cher, ça fait que les gens continuent à avoir faim. Et donc, il faut trouver une situation, surtout pour le monde rural, pour les petits agriculteurs dans les pays en voie de développement. Et la solution est de produire plus, mais autrement, et non pas de produire moins. Combien plus? Eh bien, l'estimation, c'est plus 40% en 2030, c'est-à-dire dans 20 ans. Il faut augmenter la production actuelle de 40% et de 70% en 2050. C'est-à-dire quasiment doubler, presque doubler la production mondiale. Et ça, c'est effrayant parce que nous voulons le faire à peu près avec la même quantité de terres arables et certainement avec la même quantité d'eau, pas plus. Et donc, c'est un très grand défi, comment sortir cette augmentation très considérable dont on a besoin aujourd'hui. Et ceci nous amène à la question de l'environnement et de la société. Alors, pour l'environnement, nous avons parlé de tous ces différents volets des grands problèmes de l'environnement et on avait démontré qu'ils étaient liés les uns aux autres et qu'en plus,
ils ont tous un impact sur la production de la nourriture, c'est-à-dire l'approvisionnement alimentaire est au milieu et que tout ce qui se passe du point de vue changement climatique, l'eau, la perte de biodiversité, dégradation des terres, exploitation forestière non durable, etc., tout ça se lie et a un impact d'habitude négatif sur la production alimentaire. Pourquoi j'ai dit d'habitude négatif? C'est que dans les pays les plus pauvres, il est négatif, mais il va élargir le champ d'action agricole dans des pays comme la Russie, comme le Canada et certains des États-Unis. Parce qu'avec l'adoucissement, si on peut dire, du grand froid dans le nord, les régions tempérées deviendront plus aptes à être cultivées. Le changement climatique, même s'il a des effets bénéfiques pour certains comme la Russie, il a des effets négatifs pour les autres. Et l'eau et la diversité biologique sont les trois grands défis du point de vue environnement qui touchent directement la question de la faim. Le changement climatique, d'abord, avant que je rentre dans les trois, il faut ajouter ce que nous avons discuté longuement à la dernière conférence, qui est ce dont nous avons les points de basculement ou l'effondrement de l'écosystème. Les points de basculement, le problème, c'est que nous ne savons pas où ils sont. Personne ne peut dire si on est là dans la courbe ou on est là dans la courbe ou on est là dans la courbe. Mais on sait qu'il y a un point auquel il y aura un effondrement, un point de basculement de la situation. Et donc, il est très difficile de prévoir et de pouvoir prédire quand ce point arrivera. Parce que nous ne connaissons pas suffisamment. Et en fait, c'est quasiment, il faut faire un post-mortem, attendre que la catastrophe arrive et pouvoir dire, ah bon, voilà, maintenant, c'est comme ça que la courbe vraiment était. Le reste de la courbe, on pourra la dessiner alors à ce moment-là, mais c'est un peu tard. Et avec le changement climatique, on a eu la question, nous savons que les gaz à effet de serre sont en train d'augmenter énormément et que surtout le dioxyde de carbone et le méthane, mais surtout le dioxyde de carbone, et que certains disent oui, il y a des cycles, oui, mais nous avons constaté qu'il y a une marche presque précise entre proportion de dioxyde de carbone et la température, et ça c'est sur presque 600 000 ans, qui ont été calculés par les ice scores qu'on faisait dans différentes régions. Est-ce que c'est des phénomènes naturels ou c'est affecté par l'humain? Non, c'est l'humain. Pourquoi? Parce que voilà, en noir, c'est l'actuel, ce qui a été mesuré. En bleu, c'est la modélisation qui dit c'est seulement la nature. Et en rouge, c'est la modélisation qui dit nature plus activité humaine. Et on voit que à partir d'à peu près 1960-1970, un écart se creuse entre les deux courbes et que donc l'activité humaine est en train d'avoir un effet sur le changement climatique. On a même pu, ça c'est ce qui a été la réalité, et ça ce sont les modèles, on a pu définir le rôle des différentes activités, le solaire, l'ozone, le volcanique, le sulfate, etc. Et on dit non, c'est l'impact des gaz à effet de serre qui est le plus important, et le voilà. Depuis 1960, nous voyons que c'est ça qui a eu le plus grand effet que ces autres explications préconisées par ceux qui veulent nier la situation du changement climatique. Pire que ça, ceux qui disent que nous qui parlons beaucoup des problèmes du changement climatique sont des alarmistes et qu'on choisit des choses pas vraies, c'est l'inverse, nous ne sommes pas suffisamment alarmistes. Et je vous ai montré cette étude qui a été faite par le IPCC en 2007. Ce n'est pas vrai qu'ils étaient alarmistes. Ça, c'était la gamme des modèles académiques existants dans le monde, de là jusqu'à là. Ils ont choisi la ligne rouge au milieu, qui est en plein dans le milieu. Ils ont choisi cette marge-là, l'éventail de possibilités dans cette marge que vous voyez ici. Ils n'ont même pas choisi la pire des propositions qui existaient. Et là, en noir, vous voyez le réel. Ça, c'est la fonte des glaces dans l'Arctique. Et c'est bien pire que n'importe quoi qui avait été modelé par n'importe quel académicien. Donc la situation, loin d'être alarmiste, en fait, les modèles sont trop optimistes sur ce qui se passe
tel qu'il est mesuré en réalité. Est-ce que ça aura des impacts? Oui, Lord Stern a dirigé une commission qui a fait un grand rapport et il a vu les effets d'une augmentation de la température. Alors, ce n'est pas l'augmentation de la nature, de la température à elle seule qui amène cet effet. C'est que le changement climatique, qui souvent, malheureusement, on parle uniquement de global warming, mais on ne parle pas suffisamment de climate change, c'est en fait que les événements extrêmes, des inondations, des sécheresses, etc., augmenteront. Donc, cette fluctuation énorme aura lieu. Et surtout, par exemple, avec les événements extrêmes, ça c'est les ouragans que vous voyez, là, les tempêtes, les ouragans, tout ça va augmenter beaucoup parce que l'humidité et la température, même un tout petit changement au niveau de la mer et de l'atmosphère dessus, fait que c'est la nature des événements. Preuve à l'appui, les seuls industriels qui sont d'accord avec nous, les seuls qui défendent une action directe contre le changement climatique, comme l'a dit d'ailleurs le Dr Zerhouni hier avec l'histoire dans sa conférence inaugurale, sont les assureurs, ceux qui payent la casse. Alors ça, c'est le nombre d'événements résultant d'une augmentation des méfaits naturels. Et ça, c'est les paiements des compagnies d'assurance qui sont passés, par exemple, en 2004, c'était à peu près 44 milliards de dollars. En 2005, c'était 75 milliards de dollars. Et ça monte et puis ça baisse de nouveau, n'est-ce pas? Il y a des fluctuations comme ça. Mais en général, c'est une montée importante et ils ressentent l'effet de ces ouragans, de ces tempêtes, de ces inondations, etc. Et c'est eux, alors, sont les seuls qui veulent changer la situation. Alors, en agriculture, évidemment, surtout que la vaste majorité de l'agriculture est basée sur la pluviométrie, on est très susceptible à ces changements. Ça, c'est les changements de température, mais ça, c'est les changements aussi sur l'augmentation du niveau de la mer. Et l'augmentation du niveau de la mer amène pour les pays qui ont des deltas, comme l'Égypte, comme le Mékong, comme d'autres, un grand risque d'inondation, évidemment, que l'eau salée rentre vers la mer, vers l'agriculture, et peut avoir un impact assez important. Même si elle n'entre pas directement du point de vue inondation d'eau salée, elle empêcherait l'eau du drainage de nettoyer les surfaces irriguées, et ces surfaces-là auraient une salinisation qui amènerait une réduction très importante de la production agricole et agronomique. Et puis, si l'eau monte, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on peut apprendre des leçons de nos amis les Hollandais, qui, après tout, ont un tiers de leur pays qui est sous le niveau de la mer. Et au niveau européen, il y a de la Méditerranée, il y a des gens qui sont en train même de parler de faire revivre un ancien projet, de faire des barrages pour transformer la mer Méditerranée en mer morte, si vous voulez, mais où pas chaque ville côtière devra faire des projets pour arrêter l'augmentation de l'eau. Mais enfin, je ne pense pas que c'est un bon projet, mais c'est une autre histoire. Passer sur la question de l'eau. Alors l'eau, ce dont nous parlons, c'est que l'eau douce est très précieuse. Parce que, certes, la planète est couverte d'eau, mais à 97,5%, c'est de l'eau salée. Et que l'eau dont on a besoin, l'eau douce sur laquelle on vit, c'est 2,5%, dont les 2 tiers sont emprisonnés dans des glaciers et des calottes glaciaires, et nous sommes en train de perdre celle-ci dans l'Arctique, mais dans l'Arctique, on n'arrive pas à l'utiliser, parce que si elles rentrent dans la mer salée, les 97,5% salés, donc ça n'ajoute pas au disponible, etc. Des 2 tiers de la partie restante sont perdus par l'évapotranspiration, c'est-à-dire l'évaporation et la transpiration des plantes à travers les feuilles des plantes, qui retournent donc dans le système hydraulique de la nature, ce qui laisse 41 000 km3 à peu près disponibles aux humains. Mais, attention, de ceci, 20% sont très lointains, et on ne veut pas nécessairement détruire les derniers refuges de la nature qui existent
en les colonisant. Les 3/4 de la partie des 80% qui demeurent arrivent sous forme d'inondations et ne sont pas facilement utilisables. Il suffit de voir ce qui s'est passé au Pakistan récemment. Les inondations, on les voit partout. Et le monsoon vient partout. Et donc, voilà, du 80% au accessible, 3/4 sont des inondations, 1/4 est disponible de manière durable. Et de ces 3/4, nous rattrapons à peu près 4300 à travers les barrages, les grands projets, etc., ce qui nous donne 12 500 km3 pour toute l'humanité. Et de ce total, on utilise à peu près déjà 60% de l'eau. À peu près 60% de cette eau est déjà utilisée. Et là, attention, je suis en train de parler de grands équilibres. Je n'ai pas parlé, en Cisjordanie, les gens, ou en Mauritanie, ils ont moins de 100 mètres cubes par personne, etc. En Afrique, en Amérique du Nord, ils en ont 10 000. Donc, c'est une énorme variation régionale. Mais partout, par tête, ça baisse parce que les habitants augmentent et le montant d'eau demeure le même. Donc, l'arithmétique est inéluctable. Il y a pas, on n'y échappe pas. C'est vraiment, c'est butoir, on n'y arrive pas à échapper. Ce qui fait que pour toutes ces régions que vous voyez là, sauf celles qui sont en bleu, elles seront sous l'impact de la carence en eau économiquement et puis physiquement à un moment donné. Et avec ça, nous gérons ça très très mal, parce que nous gérons notre eau d'une manière tout à fait inadmissible. Dans la plupart des pays, au moins 6 et parfois jusqu'à 20 agences différentes sont impliquées dans la gestion de l'eau. Or, l'eau, pour la nature, c'est un système hydraulique qui a sa propre logique. Il y a ceux qui s'occupent de l'eau pour l'agriculture, ceux qui s'occupent de l'eau pour les ménages et les villes, ceux qui s'occupent de l'eau pour l'industrie, ceux qui s'occupent de l'eau pour l'énergie, ceux qui sont concernés par la protection de la nature, etc. Et tout ceci, évidemment, la nature, elle ne reconnaît pas ça. Elle reconnaît uniquement les bassins des fleuves. Et nous avons 260 bassins fluviaux, largement, qui sont partagés par 2 pays au plus. Et donc, ils nous donnent donc une autre fragmentation, une fragmentation administrative ou politique, administrative au sein du pays lui-même et politique au niveau des différents pays sur comment gérer les ressources en eau, ça étant le bassin du Nil qui touche 10 pays d'une manière ou d'une autre. Donc, il faut que tous ces 10 pays se retrouvent autour de comment gérer ce bassin ensemble. Alors, au sein des prélèvements de l'eau existants, qui déjà sont plus de 60% de ce qui est disponible d'une manière durable, eh bien, l'agriculture représente entre 65 et 70%. Ça, c'est un schéma que j'avais fait il y a 2 ans. Dans les calculs de IMI, ils ont dit 70% mondialement. Mais ce qui m'importe, moi, c'est que quand on va dans le monde en voie de développement, c'est entre 80 et 90%. Et même dans les régions les plus sèches, qui importent beaucoup d'agriculture, comme d'aliments, comme dans la région du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord, presque 90% de l'eau des prélèvements de l'eau vont pour l'agriculture, pour l'irrigation de l'agriculture. Donc, grand défi, comment on va faire face à ça? J'ajoute ce que je vous avais dit dans la conférence, qu'en moyenne, chaque individu d'entre nous, génération par génération, consomme plus d'énergie et plus d'eau. C'est-à-dire, quand on regarde la période où la population du monde a triplé, la consommation et les prélèvements en eau ont sextuplé. Ce qui fait que chaque individu prend le double de ce que ses parents et ses grands-parents prenaient comme eau. Alors, pour la biodiversité, nous avons besoin de la biodiversité parce on va en venir de nouveau sur les qualités et les variétés de la nourriture, etc. Mais que ce soit les plantes, les insectes, les animaux, les microbes, les poissons, les récifs coralliens, les animaux de mer, tout ça, ça n'importe. Ce qui importe, c'est qu'en définitive, on est en train de perdre de la biodiversité à un rythme effarant. Et ça, c'est surtout le résultat des activités de la société humaine. Ce n'est pas des activités naturelles. On est en train de prendre de plus en plus sur la planète.
On a déjà transformé 43% de la surface de la Terre pour nos activités agricoles, villes, routes, etc. Et nous continuons à transformer. Et donc, les habitats des autres créatures deviennent plus restreints et ils perdent beaucoup de choses. Malheureusement, les habitats qu'on est en train de créer ne sont pas des meilleurs. Ça fait partie des villes. La plupart des villes dans le monde en voie de développement, il y a une énorme des centaines de millions d'individus qui vivent dans les bidonvilles sans assainissement. Et là, ça amène un autre problème qui se relie de nouveau au problème de l'eau, qui est en fait la qualité de l'eau, parce que la pollution de l'eau par les déchets, surtout il y a des déchets toxiques, sans compter les déchets des humains, font que cette eau n'est pas nécessairement utilisable, même si elle est accessible. Une eau polluée, ce n'est pas la même chose qu'une eau fraîche. Et on pollue la terre aussi, et les plus pauvres sont écartés, évincés, marginalisés, au point où ils doivent vivre avec ces déchets et ces ordures. Et ces gens-là ne sont pas les plus pauvres. Comme je vous ai dit, M. Dasgupta, qui sera là pour notre séminaire du 19 et du 20 mai, dans ce livre, très beau livre qu'il avait écrit, a souligné que les plus pauvres, les ultra-pauvres, comme ils les appellent, l'ultra-pauvreté, implique une aide spéciale. Que ces gens ils sont simplement hors du circuit des instruments du marché. Et donc, corriger les instruments du marché n'est pas suffisant pour toucher les ultra-pauvres. Pour les toucher, il faudra aller avec une action directe vers ces gens qui sont les plus pauvres des pauvres. Dans les pays riches, on les voit souvent dans les sans-abri, dans les grandes villes, les gens qui n'ont ni famille, ni moyens, ni emploi, etc. La transformation sociale qui est en train d'avoir lieu, on a discuté les modèles de ces transactions sociales, on a montré la structure sociale. Par exemple, en Inde, on avait parlé du fait que les différentes castes, y compris les Dalits, qui étaient les plus bas, qui devaient, eux, s'occuper des ordures, etc., et les Brahmines, qui étaient les plus élevés. Enfin, il y a des structures sociales et il y a aussi des structures économiques qui font qu'il y a les genres de transactions qui peuvent avoir lieu à travers les institutions de la société dominées par les valeurs de la société, nous donnent la possibilité d'avoir un changement social qui donne une nouvelle position sociale. Et ça ne veut pas dire toujours un progrès, parce que ça peut être une stagnation, une détérioration, plutôt que du vrai progrès, parce que simplement un changement, c'est une manière de changement. Détérioration sociale, eh bien, nous voyons les guerres civiles qui se développent dans certaines régions, ce qui fait que donc l'activité des transactions sociales, parce que nous parlons de transactions sociales, culturelles, politiques et économiques, ce n'est pas des transactions uniquement économiques, fait que donc dans ce schéma, on a une situation qui peut se dégrader, et évidemment, elle continue à passer comme ça. C'est un recyclage de ce modèle. Les influences externes viennent sur l'économie et sur le culturel, qui, lui, a un effet sur les valeurs et sur la structure sociale. Structure sociale, exemple étant les castes en Inde, et qui est affecté par le changement. Le changement social peut avoir un effet sur le modèle culturel. Alors, ces questions deviennent de plus en plus importantes hors du monde rural, dans le monde des villes, où on se pose souvent la question de l'intégration des immigrés, que ce soit des immigrés ruraux arrivant dans les villes ou des immigrés d'une autre culture qui arrivent ailleurs. Cette notion, donc, qu'est-ce qui se passe? Nous l'avons étudiée, discutée dans le cadre de ce modèle à 3 niveaux, le modèle culturel à 3 niveaux. Je vous avais donné l'exemple du monde islamique. Je vous avais montré qu'en fait, il y a des éthiques théoriques et les pratiques sociales. Les valeurs sociales sont dominées par la conception du domaine perceptif et que toutes ces influences modernisantes, les masses médias, l'éducation et les nouvelles idées, ça c'est tout ce qui venait ici de ce côté-là du schéma, c'est là où le changement est introduit. Tant qu'il y a une capacité d'absorber ce changement à l'intérieur de ce système de valeurs, ce système culturel, ce système d'identité, on a une situation où l'identité de cette communauté se trouve intégrée et intégrante. Là où il n'arrive pas, il y a des ruptures qui se passent à ces 2 niveaux, et quand ces ruptures se passent, vous avez des pathologies sociales, et en effet, vous avez par exemple des individus qui veulent, pour retrouver
l'intégrité du système, qui rejette tout le nouveau, comme on le voit avec les talibans, les machins, les trucs comme ça. Ils veulent enlever tout le nouveau et dire non, 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 nous restons avec ce que nous connaissons, qui marchait bien avec nous, et puis c'est tout. Et donc ça demeure intégré, mais ce n'est pas intégrant avec le nouveau, alors que le monde est en train de se transformer tout le temps. Donc il faut résoudre les conflits qui existent à travers les masses médias et les éducations, qui peuvent faire en fait parvenir les nouvelles idées au sein du système, au niveau des intellectuels, au niveau des études pratiques et au niveau de la pratique ordinaire. Parmi les nouvelles idées qui ont fait leur chemin dans le demi-siècle passé, la conception des droits de l'homme ou des droits de la personne humaine, comme j'aime dire, parce que ce n'est pas seulement les hommes, c'est aussi les femmes qu'il faut soutenir, et surtout les femmes dans le monde en voie de développement, et donc aussi reconnaître la transformation du rôle de la femme. Donc ça, c'est parmi les nouvelles idées qui ont fait leur chemin, et au-delà de ça, nous avons vu que c'est possible de faire des actions. Et ceux qui n'étaient pas là ce jour, on a parlé des problèmes des villes et de la faim dans les villes. Ça, c'est un très beau projet que j'aime beaucoup, que M. Doshi avait fait à Aranya, en Inde, et où des communautés très pauvres, qui étaient hindous, musulmans et jaïns, ont été forcés à travailler ensemble, à s'intégrer à travers cette situation. Il leur a donné la possibilité de construire des maisons, il leur a donné des sites comme ça. Ça, c'est quelques exemples qu'il avait construits pour eux, mais où, entre les maisons, il y avait des espaces ouverts à la communauté où ils pouvaient se retrouver. Et il a laissé, la communauté devait compléter le reste du travail. Mais tous les gens qui ont été choisis dans cette communauté étaient au même pourcentage des trois confessions dans la région. Donc il y avait 80% d'hindous, 13% de musulmans, 7% de jaïns. Il ne leur permettait pas d'être les 7% ensemble, les 13% ensemble, les 80% ensemble. Il les mettait les uns à côté des autres, il leur donnait ce terrain avec ce terrain avec ce terrain, de telle manière que pour compléter le projet, les jaïns, les musulmans et les hindous devaient travailler ensemble. Et une fois qu'ils ont travaillé ensemble, ils sont devenus des copains. Alors voilà les enfants qui étaient là. Voilà, vous voyez ici le sari, le serwal qamis des deux femmes qui se visitent, etc. C'était un grand projet qui montre comment on peut penser différemment. Ce n'est pas de construire des HLM, ce n'est pas de simplement, mais penser différemment à la notion de communauté, de solidarité, de soutien, d'habilité et d'autonomiser ces communautés pour agir. C'est essentiel et important, nous l'avons vu à travers les études de M. Putnam, qui a étudié l'Italie pour montrer qu'au nord de l'Italie et au sud de l'Italie, il y avait une telle démarcation, le nord de l'Italie étant riche, industrialisé, etc., le sud de l'Italie étant pauvre, malgré que du point de vue des économistes, ils ont la même monnaie, ils ont la même banque centrale, ils ont la même constitution, le même gouvernement, la même gestion fiscale et monétaire. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il avait trouvé qu'au nord, il y avait cette énorme activité civique et il avait fait l'étude, comme je vous ai dit, sur 100 ans pour retrouver que ce qu'on voyait de la qualité de la performance gouvernementale et autres dépendait surtout de la participation de la société civile. Ce livre phare qu'il a publié à Princeton University Press en 1993 était basé sur 20 ans d'études. Et là, la largeur de la flèche montre la force du rapport statistique. Et donc, la société civile, la présence d'une société civile active, elle force les gouvernements à mieux répondre aux besoins, surtout des plus faibles. Et donc, le rôle aussi pour arriver aux plus faibles n'est pas uniquement pour des bureaucrates du gouvernement, mais par la société civile. Surtout en organisant les individus et les pauvres entre eux pour s'entraider, faire la solidarité et soutenir une action commune. Et nous avons vu que ceci, même si c'était pour une action commune différente, et c'est ça la force du travail de Putnam, même si c'était fait pour une action différente, ça se traduisait ensuite en une participation beaucoup plus grande au niveau du citoyen. Ces gens qui étaient évincés, qui ne participaient pas, qui étaient marginalisés, deviennent tout d'un coup des citoyens actifs et
avec ça, au fil des années, il y a une amélioration sensible dans la qualité de vie de tous les gens dans cette communauté. Nous l'avons vu dans le cas de Seva, je vous ai donné l'exemple de Seva en Inde, où ces très pauvres femmes, pas seulement ont amélioré leur niveau avec la microfinance, mais en fait sont devenues des citoyennes qui peuvent revendiquer leurs droits vis-à-vis de la bureaucratie indienne. Et venant d'un pays qui a une grande bureaucratie, en Égypte, je peux vous dire que la bureaucratie indienne est tout aussi forte que la bureaucratie égyptienne. Et alors, là, vous voyez, les femmes, elles ont revendiqué leur réalité. Alors, laissons de côté ça, qu'est-ce qui se passe? C'est que l'ennui, c'est que l'analyse économique souvent ignore les facteurs humains, que beaucoup des travaux économiques, en fait, simplifient les choses, simplifient les choses beaucoup trop. Ça serait le sujet d'un autre cours, complètement. Comme le disent certains économistes, des grands économistes, ils disent, enfin, le bien-être des humains, ce n'est pas uniquement la consommation. Il y a plus que la consommation, il y a plus que le revenu. La vie des gens n'est pas uniquement combien de voitures on a, combien de télévisions on a. Il y a quelque chose d'autre qui compte dans la vie. Et en effet, moi j'ai beaucoup aimé ça. C'est ce pauvre jeune homme qui est sans emploi, mais qui a mis ici que c'est dégoûtant. Le système est dégoûtant. Voilà ce qu'il a dit là. Alors, ce qui veut dire qu'on a besoin d'un apport social dans la prise de décision de développement. Malheureusement, aujourd'hui, la prise de décision dans le développement est beaucoup trop économique, ou si je peux dire économistique, dans le sens que c'est vraiment très étriqué du point de vue, et qu'il n'y a pas suffisamment de conception sociale. C'est la différence entre quelqu'un qui choisit des HLM et quelqu'un qui fait le projet de M. Doshi pour créer des communautés intégrées participatives. Si l'un regarde uniquement le coût de l'unité, etc., on peut aller vers les HLM sans concevoir pourquoi ça ne marche pas après ça. Alors, il y a des prises de décision sociales qui sont absolument essentielles. Des objectifs sociaux, c'est-à-dire la croissance économique, oui, mais la croissance économique, ce n'est pas tout. Et même dire, bon, les objectifs économiques traditionnels, la croissance économique, le contrôle de l'inflation, réduire le chômage, établir les taux d'intérêt, garder les taux de change, etc. Ce sont des objectifs économiques. Mais quels sont les exemples d'une politique sociale, pas une politique économique, pour laquelle on peut utiliser des instruments économiques pour mettre en œuvre, pour la mise en œuvre d'une politique sociale? Eh bien, ça se fait à travers des objectifs comme la cohésion sociale, l'égalité, ou la réduction de l'inégalité, atteindre les ultra-pauvres, s'attaquer au problème de l'identité culturelle, et pourquoi pas, comme je vous l'avais dit lors de la conférence à ce sujet, revenir à la notion du cosmopolite. Le monde cosmopolite n'était pas un monde intégré, c'était un monde où chacun avait son identité, c'était merveilleux. Ça fait une ville extrêmement variée, diversifiée. On avait le groupe des Grecs en Égypte, Alexandrie, aussi bien à Istanbul que je connaissais un peu dans le demi-siècle passé, etc. Il y avait une communauté grecque, une communauté juive, une communauté italienne, il y avait une communauté européenne, anglophone, francophone, arabophone, musulman, etc. Et tout le monde se connaissaient, vivaient ensemble, et on allait dîner chez les Grecs, on allait déjeuner chez je ne sais pas qui. Ce n'était pas une question de pourquoi ils ne sont pas intégrés, pourquoi ils ne sont pas homogènes. Il y avait la notion que la Constitution était une constitution laïque, donc qui était là pour tout le monde, mais en même temps, on valorisait ces différences. Et il faut pouvoir revoir ça. Bon, pour promouvoir ça, il faut promouvoir la participation et la mobilité et chercher à soutenir le développement institutionnel et où la recherche sociale participative joue un rôle important. Nous avons parlé aussi que, bon, une fois qu'on a des notions sociales, pour mettre en œuvre la réforme de la société, qu'il y a 3 idéologies qui se veulent différentes l'une de l'autre, qui malheureusement, on a besoin des 3. J'ai parlé de la solidarité des transactions et des rapports de force. Ce que j'ai appelé l'approche Mère Teresa, c'est la solidarité. L'approche transaction, c'est la Banque mondiale. Et l'approche relation du pouvoir, c'est l'approche des analystes, qui disent souvent, regardez, tant que les gros industriels contrôlent le Parlement, rien ne passera,
Ça n'a rien à voir ni avec les transactions, ni avec la solidarité. Il faut revoir les vraies relations de pouvoir. Et donc, comment résoudre ça aussi? Ça a besoin d'un autre Rubik's Cube. Bon, ayant vu les problèmes de la faim, de l'environnement et de la société, on est arrivé à l'analyse et la décision. Et donc, les problèmes et leurs causes doivent être mieux compris et les indicateurs statistiques doivent être bien choisis. Et on a parlé de la pauvreté, des comptes nationaux, du développement durable et des politiques qui comptent et la prise de décision. Alors, l'essentiel là-dedans, c'est que souvent, malheureusement, les indicateurs qu'on utilise nous mènent à faire des choix politiques qui vont dans la mauvaise direction. Et donc, comment ça se passe ça? Eh bien, avec la pauvreté, nous avons vu, on a parlé de la pauvreté absolue, $1 par jour ou $1,15 par jour, etc. Et on a démontré que ce n'était pas nécessairement la meilleure approche. Il y a la pauvreté relative, 40% des revenus les plus faibles ou 60% des revenus médians. De nouveau, on est toujours là dans des conceptions économistiques, mais qui ne veut pas dire est-ce que ces gens peuvent vivre ou pas. Alors, le seuil de pauvreté, défini et utilisé par la Banque mondiale et d'autres comme $1 ou $1,15, eh bien, ça ne se rapporte pas à la vérité. Pour moi, les gens qui ont faim, on commence par ceux qui ont besoin de manger, et puis ensuite, on construit les indicateurs par le minimum dont ils ont besoin de manger. C'est-à-dire les pauvres absolus, les plus pauvres, etc. Ils ont les coûts de besoins de base qui donnent une ligne de pauvreté, un seuil de pauvreté, et puis qui assure le minimum de nourriture. Au-delà de ça, il y a un minimum supplémentaire au-delà de la nourriture. Bon, ces deux seuils sont des seuils donc, qui sont calculés à partir du coût de cette nourriture, et ça nous amène à des chiffres qui sont très importants, parce que ces chiffres peuvent changer, comme ils doivent le changer, de la ville à la campagne, et de la région du nord à la région du sud, et ainsi de suite. Et en plus, ils changent chaque fois que les prix de l'alimentaire ont une flambée de prix, comme il s'est passé en 2008-2009. Tandis que le seuil qui est arrêté à partir de la notion $1,15 ou $1 par personne par jour ne change pas. Alors que la personne qui pouvait se permettre de manger quand les prix de l'alimentaire étaient à X, avec son $1,15 par jour, peut-être n'arrive pas à manger quand c'est devenu 2X ou 3X. Et c'est ça le problème. Et de telles lignes, je crois, sont beaucoup plus propres à un pays, en particulier une région. Et tous ceux qui souffrent de la faim sont ceux qui vivent dans la pauvreté absolue, quelle qu'elle soit mesurée. Et donc, il y a des alternatives. Des enfants comme ça, comme vous les voyez. Quel niveau de malnutrition ont-ils? Est-ce que c'est simplement la perte de taille, la perte de poids, etc. Eh bien, il y a des tests très rapides, tests immédiats, je vous ai dit. Ce n'est pas une question de faire des études très approfondies, etc. Ils mesurent le bras de l'enfant. Quand il est la taille du goulot d'une bouteille, il est à risque. Et on l'emmène tout de suite à risque. D'habitude, c'est le cas. Alors, revenons aux mesures de la pauvreté. Et on a parlé de problèmes de la pauvreté dans la société. L'incidence de la pauvreté est simplement un pourcentage de gens qui sont en dessous d'un certain seuil. La profondeur de la pauvreté, est-ce que tous ces gens se trouvent tout près du seuil ou bien est-ce qu'ils sont très bas, loin de ce seuil? Il faut une autre mesure que le nombre de gens en dessous du seuil, parce que ça ne me dit rien sur où ils sont. S'ils sont tout près du seuil, peut-être qu'ils n'ont pas faim. Ils sont pauvres, ils n'ont pas faim. Ce n'est pas les plus pauvres. Mais si c'est profond, alors on a besoin donc de la profondeur ou le fossé de pauvreté. Et je vous ai parlé de l'indice Foster-Greer-Thorbecke, qui, pour des raisons que je ne vais pas rentrer de nouveau ici, quand on met le alpha ici égal à 0, on a l'incidence de pauvreté. Quand on le met à 1, on a le fossé de pauvreté. Quand on le met à 2, on a un calcul assez compliqué, mais qui est très corollaire avec la malnutrition des enfants. Quand on a un P2 qui s'élève comme ça, on peut être presque sûr que l'augmentation de la malnutrition parmi les enfants existe aussi. Alors, il faut compléter ça par des analyses d'inégalité. On a parlé du Gini coefficient, on a montré qu'on peut mesurer que l'inégalité augmente aux États-Unis depuis les années 70. Enfin, il y a eu, ça c'était la guerre contre la pauvreté, War on Poverty et le Great Society Program de Kennedy et de Johnson. Et puis là, depuis l'arrivée de Nixon en 68, vous voyez, l'inégalité monte partout. Donc, ce n'est pas quelque chose que nous racontons, c'est quelque chose qui est mesuré par les statistiques officielles américaines.
Et ce qui est important pour nous dans cette discussion, c'est qu'on peut réduire l'inégalité. Comme vous le voyez là, des actions volontaristes peuvent réduire cette inégalité. Vous le voyez? Ça, c'était ce qu'expliquait qu'est-ce que c'est le Gini coefficient, la différence entre les riches et les pauvres, nous la connaissons bien. Cette photo que je vous ai montrée du Brésil, de Sao Paulo, je crois, elle est très frappante. Un monde entier séparé juste par une muraille, des piscines privées dans tous les appartements, maisons privées, puis là, c'est le bidonville et le taudis. Alors, l'utilisation réfléchie de multiples indicateurs d'analyse conduira à une politique plus dense et plus nuancée, à la conception d'un programme donc, qui serait plus à même de pouvoir répondre aux besoins. Et le FIDA a fait le MPAT, c'est un calcul pour la fin, un peu plus compliqué. Enfin, c'est un essai qui prend en charge beaucoup de dimensions différentes. Mais ce qui est beaucoup plus risqué que ces indicateurs, qui sont après tout des indicateurs qui sont utilisés au niveau secondaire, parce que 96% des pays du monde sont en train d'accroître leur inégalité, d'augmenter leur inégalité à la poursuite de la croissance, c'est les comptes nationaux. Les décisions doivent être prises sur une base analytique valable. Alors nous avons démontré que dans le cas des comptes nationaux traditionnels, ne prenez pas en compte la situation de l'environnement, qu'une forêt est égalée 0. Si on coupe la forêt, c'est positif pour les comptes nationaux. Et que parce que nous n'avons pas de comptes en capitaux, ce sont des flux, ce n'est pas des stocks. Et donc, il faut faire des comptes environnementaux pour l'impact physique, l'impact sur la santé et la production, monétariser ça et reconfronter les comptes nationaux. Et on a alors l'épuisement des ressources et la dégradation environnementale qui nous donne une approche plus valable que les comptes nationaux. Si on revient, on constate que le greening, comme on l'appelle le greening des national accounts, cet ajustement aux comptes nationaux, ne fait pas beaucoup de différence du point de vue revenu par habitant, mais il fait une grande différence au niveau de l'épargne. Alors, au niveau de l'épargne, ça c'est l'investissement brut mesuré par pourcentage du PIB, très traditionnel, et ça c'est l'épargne véritable telle qu'elle est ajustée. Et là, évidemment, nous constatons qu'ici, nous avons des chiffres positifs et des chiffres négatifs, sur lesquels on s'était dit, bon, donc cette courbe pose des problèmes. Parce qu'ici, ces deux points sont considérés du point de vue analyse économique contemporaine comme identiques, à 18% du PIB, le même chiffre, même année, même performance. Or qu'ici, on a plus 7,5% et là, moins 2,5%. Donc, il y a un écart de 10% dans l'épargne réelle. Et nous pensons que ce que nous appelons l'épargne réelle est une mesure de est-ce qu'on est en train de marcher d'une manière durable ou pas. Si c'est négatif, ce n'est pas durable. Si c'est positif, c'est durable. Du moins, ça, c'est une approche. Est-ce que c'est une bonne approche ou pas? Eh bien, on a repris cette même courbe qui est pour toute l'Amérique latine sur une période de 25 ans. Là, vous l'avez ici, l'Amérique latine, ça c'est la même courbe. Et ça, c'est les autres régions du monde. Alors, qu'est-ce qu'on constate? Voilà les 2,5 et les 7,5 qu'on avait vus là, il y a un moment. Eh bien, sur la période des années 80, l'Afrique subsaharienne est en quasiment chute libre, l'Asie de l'Est est en essor total. Or, nous savons que c'est la réalité. Pour l'Afrique, ça a été la décennie perdue, les années 80, la dette, l'ajustement structurel, etc., etc. Et pour l'Asie de l'Est, c'était le grand essor. Mais si ces deux chiffres-là sont justes, donc, il faut dire que cette approche traditionnelle, elle est en train de masquer la réalité, parce que si la courbe verte est juste, elle mesure la réalité, donc la courbe rouge, elle est en train de masquer la réalité, il faut la changer. Alors, dépasser les comptes nationaux conventionnels, pas seulement les ajuster, développer des comptes nationaux ajustés pour la dimension de l'environnement, plus des comptes en capitaux, parce qu'il faut aller au stock et non pas uniquement au flux. C'est-à-dire, quand on coupe une forêt, il doit y avoir quelque chose qui montre qu'on a perdu sa forêt. La Côte d'Ivoire a transformé 80% de son territoire qui était en forêt en plantation et en dégradation. Alors, ceci nous a amené à définir le développement durable. Nous avons parlé de durabilité économique, protection du capital économique, durabilité environnementale, le capital naturel, et puis le capital humain et le capital social. Et la notion de dire que le capital par personne, donc qui prend en compte automatiquement la croissance démographique,
peut être mesuré par ces 4 genres de capital qui acceptent un niveau de transformation entre eux au fil des années, tant qu'on peut protéger le contenu total du capital par individu, on est sur une voie durable. Et ces calculs ont été faits pour 200 pays une fois. On a trouvé que ce qui concernait les économistes était toujours moins de 20%, le capital économique, tandis qu'on a refait 100 pays une fois de plus après ça, et on a trouvé à chaque coup que le capital humain et social, c'était la vraie richesse des nations. Bon, ce n'est pas surprenant quand on regarde un pays comme le Japon, qui n'a ni de l'acier, ni du charbon, ni rien. Mais il l'a fait par la qualité de l'humain. On a pu regrouper les différents pays. Là, c'était la France et là, l'Égypte, pour vous donner un peu une position de différents pays. Donc, on peut mesurer le développement durable. On a des indicateurs différents au lieu des comptes nationaux et on peut s'attaquer avec une notion plus subtile sur les problèmes de la pauvreté. Alors, une fois qu'on a toutes ces analyses, comment est-ce qu'on va faire des politiques? Bon, les politiques comptent. On a parlé de la croissance économique et la réduction de la pauvreté. Et exactement comme la production alimentaire, c'est une condition nécessaire mais pas suffisante. Et la qualité de la croissance est essentielle. Et je vous ai montré cette histoire. On a mis là la baisse annuelle de la pauvreté et là la croissance annuelle du PIB par personne. Et puis, il y a la ligne qui est là. Et mes collègues à la banque diraient, ben, voilà, c'est clair, plus on fait de la croissance, plus on baisse le taux de pauvreté. Et moi, je disais non. Parce que si vous prenez cette ligne, qui est à peu près à 8%, vous constatez que ce groupe de pays a 3 fois autant de baisse de pauvreté que ce groupe de pays pour la même croissance économique. Et cela, ça vous montre l'essentiel d'une série de politiques bien analysées, basées sur des bases analytiques, qui peuvent s'attaquer aux problèmes de l'inégalité, aux problèmes de la marginalisation, aux problèmes de l'exclusion, aux problèmes de la faim, aux problèmes de l'éducation, de l'habilitation du genre, etc., qui n'ont rien à voir avec le côté économique et qui font que pour la même performance économique, on a 3 fois plus de réduction en pauvreté. Et comment ? Eh bien, j'ai souligné, je vous ai donné l'exemple frappant sur le revenu et la santé. Alors, on sait que les plus riches vivent plus longtemps, ça c'est clair. Ils ont plus de soins sanitaires, de soins de santé. Mais on constate, par exemple, ça c'est une série de courbes, 1950, 1961, etc. Ce n'est pas une ligne, c'est une courbe accentuée comme ça. Et que ce qui est frappant, c'est que pour $20 000 par individu, on a un certain niveau qui est à peu près 76%, oui. Et ici, pour $1 000, on arrive à presque 70%. Donc, on est quasiment à 80% du bien-être pour 1/20 du niveau économique. Ce qui est encore plus frappant, c'est quand on constate que si on était resté sur cette même courbe ici, de 1950, pour arriver au niveau auquel on est arrivé en 1987, avec le même revenu, parce que ça c'est ajusté par décennie, et là, qu'est-ce qu'on aurait dû faire? Eh bien, on aurait dû avoir quasiment 8 fois le revenu pour avoir ce résultat. Mais ce résultat a été obtenu sans amélioration économique. Il a été obtenu par des meilleures politiques et programmes de santé, santé maternelle, réduction de mortalité infantile, éducation, etc. Donc on peut avoir en fait, ce qui est frappant, ce changement qui a eu lieu dans le bien-être des individus mesuré par l'espérance de vie est l'équivalent de ce qu'on aurait obtenu sans s'attaquer à ces problèmes directement, en augmentant le revenu 8 fois, ce qui est énorme pour n'importe quel pays. Alors, c'est-à-dire que les politiques bien conçues et bien ciblées peuvent être l'équivalent d'une augmentation générale de jusqu'à 8 fois le revenu. Donc, ce n'est pas vrai, ah oui, ça c'est pour les riches et les pauvres, ils sont obligés de vivre comme ça. Non, on peut améliorer l'état des pauvres autant que des gens qui sont 8 fois plus riches. Et ça, c'est soutenu par des analyses avec beaucoup de pays. Alors, avec tout ça, la prise de décision, où sont les décisions? Où est l'action? Eh bien, parce que les politiques comptent, les gens poursuivent leurs intérêts.
Et pourquoi donc les gens nient le problème, etc. Parce qu'ils ont des intérêts différents. Et je vous ai montré, ça c'est le nombre de lobbyistes sur le changement climatique dans le Congrès américain, combien ils ont augmenté entre 2003 et 2008. Et en fait, ceux qui sont contre le changement climatique ont passé de 320 à 1600 lobbyistes à plein temps. 1600 lobbyistes. Ça, ce chiffre-là vient du fait que quand on est lobbyiste, il faut présenter des papiers, etc., pour pouvoir entrer et sortir du Congrès. On est défini comme étant un lobbyiste. On représente les intérêts des compagnies pétrolières, on représente l'intérêt de telle ou telle chose. Ceux qui représentent les intérêts des ONG environnementales ont augmenté de 55 à 160. Donc, ils étaient dépassés de 10 à 1. Et ce qui est encore pire, c'est que le 1600 fait qu'il y a 3 lobbyistes à plein temps pour chaque législateur, y compris le Sénat et la Chambre des députés. Vous imaginez 3 gens à plein temps dont le seul travail est d'essayer d'influencer la décision, la prise de décision gouvernementale. Eh bien, c'est la vérité, c'est la réalité. Et donc, c'est pourquoi que l'opinion publique doit jouer un rôle décisif, maintenant qu'on peut voir et qu'on a vu qu'on peut faire des politiques et des programmes qui sont à même de résoudre ces problèmes, et qu'on a vu donc des solutions exemplaires dans certains cas et pas dans d'autres. Au-delà de ça, de cette analyse des décisions, il y a la notion des instruments du futur, et je vous ai parlé qu'il fallait de nouvelles mathématiques face à la complexité et le chaos auquel nous faisons face. Je vous ai donné les exemples de la stabilisation des populations avec la suite logistique qui avait l'air, ou de cette ligne qui est restée à 63% du maximum biologique, qu'on peut augmenter les poissons dans un aquarium jusqu'à un certain niveau, ou bien qu'on constatait que la population d'écailles allait osciller entre 2 valeurs, ou bien il y avait une situation qui était chaotique, c'est-à-dire on ne peut pas prédire l'avenir. Et que ces 3 situations étaient expliquées en fait par ce diagramme de bifurcation qui est très commun dans ce que nous appelons les approches fractales. Et ceci veut dire en fait, ce sont des systèmes récursifs qui sont très sensibles aux différences initiales. Des différences initiales infimes mènent à des résultats très différents au long terme. Et c'est une des raisons pour lesquelles, par exemple dans la météo, personne ne peut vous dire. On peut vous dire à peu près ce qui se passera demain, après-demain, parce qu'on peut voir assez clairement, on est là. N'est-ce pas? On est là dans la région. Mais après ça, ça commence à se dégager. Et si vous demandez à quelqu'un le 19 mai, est-ce qu'il pleuvra ou pas, personne ne peut vous le dire. On peut dire les grandes lignes, que l'été sera plus chaud que l'hiver, etc. Mais on ne peut pas faire une prédiction, même avec toutes les données qu'on a, parce que c'est un système chaotique, c'est un système récursif, qui est très susceptible aux tout petits changements des débuts. Ça, c'était le travail de Lorenz, la tracteur de Lorenz. Et que j'ai donné l'exemple que nos mathématiques traditionnelles, elles peuvent étudier les pyramides, mais elles ne peuvent pas étudier les nuages. Elles ne peuvent pas parler de la forme des nuages. Et pas seulement la forme des nuages, dessiner une fleur, décrire et modéliser la floraison d'un arbre, parler des motifs des feuilles, beauté des coraux, jusqu'à ce que M. Mandelbrot était venu et nous a donné une approche qu'il a appelée les fractales, ça c'est l'ensemble de Mandelbrot, qui était une approche très différente, qui a surpris beaucoup de gens, et surtout les artistes ont beaucoup aimé ça parce que ça faisait de très jolies couleurs, comme vous le voyez, des dessins et des couleurs. Mais les analystes, alors, ils ont découvert des choses extraordinaires. Ce n'est pas seulement les couleurs qui sont jolies, ce n'est pas seulement la beauté des mathématiques, mais qu'on peut vraiment modéliser la croissance des plantes, les modèles de floraison, la fissuration de la terre aride, la structure de l'ADN, les sillons des éclairs. Ce mouvement-là, d'où est-ce qu'il vient, comment est-ce qu'il est, on peut le modéliser à travers ces nouvelles mathématiques, etc. La formation des flocons de neige, les turbulences de gaz, tout ça qui était l'érosion côtière, les structures organiques et aussi bien les réseaux neuroniques. Donc tout ça veut dire qu'on peut avoir les mathématiques nécessaires pour faire face à ça. Et puis, ce n'est pas surprenant, quand on regarde les grands tournants de la pensée historique, ils ont été accompagnés par des nouveaux outils, l'invention de nouveaux outils.
le calcul différentiel intégral à l'époque de Newton, et puis après ça, les Method of Tensors et la topologie avec Einstein pour nouvelles mathématiques. Peut-être que ça, c'est le début d'un groupe d'instruments avec lequel on pourra faire une meilleure analyse de nos sociétés de plus en plus complexes, de nos rapports avec l'écologie très complexes, nos rapports entre l'économie mondiale où quelque chose est produit en partie en Inde, en partie en Chine, financé par quelque part en Amérique, avec adaptation au Brésil et puis vendu en France par des marchands qui se trouvent en Angleterre. Enfin, ce genre de monde dans lequel nous vivons est devenu très, très complexe, même sur le niveau socio-économique, aussi bien que sur le côté écologique, aussi bien que pour essayer de comprendre même la structure du cerveau humain, etc. Mais ça, c'est les instruments pour le futur. Pour le moment, puisqu'on a eu l'analyse et la possibilité de comprendre la décision, où est-ce qu'il faut mettre l'accent, nous qui voulons abolir la faim? Eh bien, l'agriculture est au cœur du renouveau. La transformation du système de l'agriculture mondiale, c'est là où on va pouvoir rattraper toutes ces politiques qu'on a soutenues les unes après les autres jusqu'à présent. Parce que la production alimentaire dépend et se rapporte au domaine économique, environnemental et social. Et cette production alimentaire, elle joue le rôle essentiel dans le système agronomique mondial. De plus en plus, on découvre qu'il faut s'attaquer aux problèmes de l'agriculture avec un éventail de plus en plus large. Au début des années 60, on s'attaquait uniquement à la récolte, on parlait du riz, on parlait du blé ou du maïs. Maintenant, on parle des institutions, des systèmes de financement, de la gestion, etc. Et donc cet éventail plus large doit être pris en compte en reconnaissant la dimension du genre et pour arriver à la dynamique que nous voulons faire, c'est-à-dire augmenter la productivité des petits planteurs plus rapidement que la baisse des prix. Ça, c'est la dynamique qui va permettre de réduire les prix alimentaires tout en s'attaquant à la pauvreté rurale sans détruire la base de production alimentaire, de telle manière que, comme on dit, alors l'effet sera que eux, dans le monde rural, vont s'améliorer, donc la pauvreté rurale va s'améliorer, leurs revenus seront là pour ceux qui achètent et ceux qui produisent, et en même temps, la réduction des prix sera très bonne pour tous les pauvres partout dans le monde. Mais là, alors, il faudra trouver moyen comment s'assurer que le système de l'agriculture mondiale ne détruise pas les effets qu'on peut faire dans une certaine région ou dans un certain pays. Et donc, c'est pour ça que ce monde rural devient la clé principale de comment lier ces politiques économiques, écologiques, sociales et du point de vue physique pour la production. Et il y a une dynamique supplémentaire qu'il faut résoudre, dont on a parlé, c'est que ce monde rural qui produit toute notre nourriture dans le monde, parce qu'à la fin, tout le monde dépend de ce qui est produit par l'agriculture, partout dans le monde, eh bien, ce monde aussi contribue énormément à la destruction de l'environnement. Alors là, il y a un vrai défi supplémentaire, et pas seulement par le fait que les territoires qui sont pris sous cultivation détruisent les habitats pour la biodiversité, mais aussi parce qu'il amène des effets de serre. Un tiers des effets de serre, des gaz à effet de serre, émanent de l'agriculture. D'habitude, on dit effet de serre, on pense industrie, transport, énergie, mais l'agriculture aussi joue un rôle essentiel. Alors là, c'est un problème. Et le défi est gigantesque. Je vais vous rappeler de ce que j'avais dit dans une conférence passée. On s'attend à ce que nos besoins d'ici 2050 seront plus que toute la production alimentaire de l'humanité depuis 1500 jusqu'à présent. Et peut-être depuis le début de l'humanité. Pourquoi? Parce que la demande de la production alimentaire était de 677 hexacalories entre 1500 et 2010. On s'attend à 730 hexacalories entre 2010 et 2060, en 50 ans. Alors, je vous rappelle, parce qu'on a dit, qu'est-ce qu'un hexacalorie? Bon, hexa, c'est 10 à la puissance 18, c'est-à-dire un 1 suivi par 18 zéros, ce qui est 1 milliard de milliards. C'est faramineux comme chiffre. Alors,
Comment donc s'attaquer à ce problème, puisque c'est le système de l'agriculture mondiale qui doit répondre à ces défis, et comment est-ce que ce système va intégrer les politiques sociales, économiques, etc. Voilà les 10 commandements que j'ai pour transformer l'agriculture mondiale. Cette transformation commence par réformer les politiques et les marchés, se focaliser, etc. Je vais vous les prendre rapidement l'un par un. Réformer les politiques et les marchés, à l'échelle mondiale, nous voulons un commerce équitable. Et subvention à l'agriculture américaine, je vous ai montré, le top 1% reçoit 23%, et en moyenne 1 million de dollars. Les agriculteurs américains, qui sont le bottom 80%, reçoivent 13%, en moyenne 7 000 dollars par an. 7 000 dollars, ça fait à peu près 5 000 euros par an. Ce n'est pas beaucoup pour un petit fermier. 5 000 euros par an, ce n'est pas ça qui va le faire vivre. Hein. Et alors, quand on dit les subventions, oui, il faut reconnaître qu'on a besoin de protéger nos petites fermes. Ce n'est pas les petites fermes américaines qui bénéficient, ce sont les riches qui bénéficient. Et en Europe, les subventions, je vous avais donné l'exemple de la vache, qui reçoit 2,40 $ par jour, et le petit garçon en Afrique, qui en moyenne reçoit moins d'1 dollar par jour. Et mondialement, on n'arrive pas à transformer la situation parce c'est un blocage, il y a des intérêts des syndicats, des intérêts des industriels, des fermiers, etc. Et pour nous, c'est un grand problème. D'ailleurs, l'accord de Doha est bloqué depuis 10 ans maintenant. Et ça a été aussi le blocage sur l'accord de Uruguay pendant des années, jusqu'à ce qu'on puisse trouver un déblocage sur les subventions agricoles, surtout entre l'Europe et l'Amérique. À l'échelle locale, ça c'est à l'échelle mondiale, donc il faut débloquer ça, mais à l'échelle locale, il faut reconnaître que dans tous les pays, même les pays pauvres, où la majorité de la faim se trouve, les gens sont en train de discriminer contre le rural. En quoi? En santé, éducation, etc. Voilà les routes rurales de ce monde en voie de développement. Voilà la condition des écoles que vous voyez là, sans pupitre, sans rien. C'est malheureux, cette situation. Alors, donc, ça, c'est le début. Deuxième recommandation, c'est focaliser sur les petits agriculteurs. On en a parlé beaucoup. Ils représentent la majorité de ceux dans le monde, ces petits agriculteurs. Ils représentent la majorité des pauvres. 92% du 1,2 milliard des pauvres à 1 dollar par jour, disait la Banque mondiale, sont de ces gens-là. Et la mondialisation, y compris les supermarchés, même dans les pays pauvres, est une des actions qui les attaquent parce qu'ils ne leur achètent pas la qualité de leur production. Les faibles prix des produits agricoles sur le marché mondial les impactent parce que ces prix arrivent avant qu'on ait pu augmenter leur productivité. Donc, évidemment, ils sont incapables de faire la compétition. Le changement climatique a un effet néfaste. Le sida et la croissance continue de la population qui rend les petites exploitations encore plus petites parce qu'elles sont divisées parmi les héritiers. Et puis, ils n'ont pas de voix politique. Les gens qui font les émeutes, c'est dans les villes, ce n'est pas dans la campagne. Et le traitement de la pauvreté mondiale exige que nous abordions la pauvreté rurale et que nous mettions particulièrement l'accent sur ces petits agriculteurs. Troisièmement, évidemment, les ressources naturelles. L'agriculture est l'interface essentielle entre l'homme et la nature. Comme on a vu, de la quantité d'eau, la quantité de terrains qui sont assujettis à l'agriculture, qui mènent au déboisement, qui mènent au brûlis, qu'on a vu ailleurs, une grande utilisation des terres, et nous voyons comment c'est le début d'habitude. Ça, c'est le système naturel. On commence par le brûlis, la destruction, le déboisement. Ensuite, on a les fermes. Ensuite, il y a une intensification des fermes et puis une augmentation des régions urbaines et puis un effort de recréer de nouveau le patrimoine dans les parcs, etc., alors qu'il n'en reste qu'un tout petit bout. Mais l'agriculture demeure la vaste majorité de l'utilisation du sol. En fait, 43% de la terre ont été transformée, du sol a été transformé par les humains, vaste majorité dans le cadre de l'agriculture. Et donc, l'action environnementale la plus importante consiste à diminuer les besoins en terres cultivées, ce qui aidera à conserver les habitats, la biodiversité, et augmenter, faire attention, parce que les terres arables se réduisent par habitant. Alors, en Égypte, on a 1 hectare arable par 20 personnes. Au Bangladesh,
1 par 10 ou 1 par 11, et ainsi de suite. C'est très, très limité. Et en plus, on perd la qualité des sols avec l'érosion des sols. L'eau est aussi une contrainte, on en a parlé. Voilà le riz, par exemple. Et surtout qu'il y a un pompage qui fait que 10% de la production des céréales est basée sur ce pompage extrême qui réduit la nappe phréatique. Et vous avez vu cette notion, il fallait descendre toujours plus bas pour trouver de l'eau, quelques gouttes d'eau dans ce fond. Et puis après ça, évidemment, c'est un désastre. Pourquoi? Parce qu'en moyenne, on consomme 1 litre d'eau pour produire 1 calorie. Alors, si un être humain prend, je ne sais pas, comme ça pour boire 2 litres d'eau par jour, 3 litres d'eau par jour, un maximum, pour se baigner, pour se laver, pour cuisiner, 3 fois rien. Mais par contre, pour la nourriture que je consomme en moyenne 2700 calories, j'utilise 2700 litres d'eau par jour, par individu. Alors, vous voyez l'importance de l'agriculture face au problème de l'eau, face au problème de la terre, face au problème environnemental. Donc, il faut augmenter la production par goutte. On a montré les capacités de faire ça d'une autre manière, y compris avec l'irrigation supplémentaire, trouver des nouvelles manières de trouver de nouvelles ressources en eau, de réutiliser l'eau quand on le peut, et bien plus encore. En moyenne, on a dit on prend 2000 à 4000 tonnes d'eau pour produire 1 tonne de riz. 1 tonne de riz. Et on peut réduire ça en variant la durée de la période de croissance, en endiguant les terrains, nivellement des terres au laser. Et je vous ai raconté qu'en Afrique, on n'avait pas de laser, on utilisait des tuyaux d'arrosage avec des bouts transparents pour essayer de trouver l'équilibre, en disant en fait, l'eau est toujours égale, donc il suffit que Claude Duval se tienne là-bas et moi je me tienne ici, puis qu'on tienne chacun comme ça, et on met un bâton avec une hauteur pour savoir exactement, là, pour même s'il y a une différence de 10 cm d'un côté de l'autre du champ. On peut faire un ensemencement du riz à sec, une réduction de la pollution, et ça aussi requiert la réduction de l'utilisation des pesticides et des intrants chimiques. Et on peut démontrer qu'une réduction des pesticides et des intrants chimiques n'est pas incompatible avec l'augmentation de la production. C'est une meilleure gestion qui fait une grande différence. Accroître la productivité agricole, elle doit augmenter plus vite que la baisse des prix, mais dans le sens qu'elle doit être calculée pour tous les facteurs, terre, eau, main-d'œuvre, énergie et intrants chimiques, et pas uniquement, quand on parle de productivité aujourd'hui, on dit tonnes par hectare. Hectare, c'est unité de terre, ce n'est pas unité d'eau, ce n'est pas unité d'énergie, ce n'est pas unité de main-d'œuvre. Et on a parlé de cet exemple. Donc, avec l'augmentation de la population, on aura moins d'eau, moins de terres agricoles, moins de main-d'œuvre, moins de produits chimiques. 3 stratégies scientifiques, quand on a parlé dans la conférence, dans la 6e conférence au sujet du rôle de la science, eh bien, on a un plafond biologique aujourd'hui, tel qu'il est trouvé par les savants, et on a ce qu'en moyenne, la production agricole du pays fait. Alors, une stratégie serait d'augmenter ce plafond biologique. L'autre serait de combler l'écart du rendement entre la moyenne du pays et ce que biologiquement on peut faire. Et l'autre, c'est le constat que si on continue, d'habitude, on perd la moyenne et il y a un grand effort qui doit être fait pour empêcher ça, maintenir le rendement actuel. Mais si on prend uniquement relever le plafond du rendement, on le fait, et ça c'était l'expérience de la révolution verte, que nous voulons maintenant doublement verte, par une structure. Ça c'est le riz conventionnel, c'est le riz amélioré, et ça c'est le nouveau type de plante qui est encore plus efficace du point de vue rendement que l'autre. Et ça, c'est le nouveau type de plante de riz que vous voyez là, un riz hybride, et qui augmente la production d'à peu près 11%. On a parlé de la possibilité d'aller du C3 au C4 plants, qui ferait en fait que ces plantes seraient beaucoup plus efficaces en photosynthèse. Et on a vu dans le riz transgénique une augmentation dans certains cas où on a transféré ça du maïs. Mais ce n'est pas effectif encore. Pour combler l'écart du rendement, il faut trouver pourquoi on perd ça, souvent parce qu'ils sont susceptibles à des différentes maladies, la nielle bactérienne dans ce cas, et qu'avec certains gènes, il y a une résistance. Il y a même une résistance aux foreurs des tiges, par exemple. Ça, c'est les foreurs des tiges telles qu'ils se trouvent dans les plantes qui ont été transformées, et ça, c'est les foreurs des tiges dans les plantes ordinaires.
Mais que tout ça aussi a fait qu'on a besoin d'utiliser le Integrated Pest Management, où on travaille avec la nature contre les animaux ou les insectes ou les maladies qui réduisent notre production. Et ça a besoin de beaucoup de compréhension, donc il faut mieux comprendre pour mieux agir dans ce domaine. Du côté scientifique, ça fonctionne très bien. Il y a une conception globale, comme j'ai dit, pour tous les intrants, et ne pas oublier qu'on perd souvent entre 20 et 30% après récolte, avant consommation et après récolte. C'est exactement l'inverse de ce qui se passe dans les États-Unis. Nous parlons des États-Unis qui jettent 25% de ce qui a été cuisiné après que le consommateur l'a eu chez lui, et puis il le jette. Là, on dit, bon, le producteur a produit, mais pour des raisons de stockage, des raisons de commercialisation, question de manque d'infrastructures, il n'arrive pas à arriver à temps. Et la biotechnologie? Eh bien, la biotechnologie, évidemment, elle a fait beaucoup d'effets. On a parlé longuement sur le clonage, on a parlé sur le fait que la superficie mondiale des cultures biotech augmente, mais que pour le moment, c'est largement pour les grosses boîtes commerciales. L'intérêt va aux grands semenciers comme Monsanto, DuPont, etc. Et les grandes cultures, ça c'est la culture de soja par exemple. Ça soulève des questions profondes pour beaucoup de gens. Elle peut réaliser des choses qui sont irréalisables, comme le riz doré, mais elle pose des questions éthiques pour certaines personnes, les droits de propriété intellectuelle, sécurité de l'invention, etc. Pour moi, comme je vous ai dit, c'est un outil comme les autres. Il ne faut ni le diaboliser, ni l'exalter. Il n'y a pas de danger de le consommer, puisque 300 millions d'Américains consomment des OGM depuis 12 ans, 13 ans, et qu'il n'y a aucun cas qui a 300 millions, ce n'est pas peu d'Américains, et il n'y a pas de cas où il y a eu des grands problèmes. Mais je comprends que certaines personnes ne veulent pas de certaines manières de culture, mais il ne faut ni diaboliser ni exalter. Il faut améliorer le contenu nutritionnel parce que les enfants sont très susceptibles à ça. On a parlé depuis le 6e mois de grossesse jusqu'au 18e mois de l'enfant, pendant que le cerveau se forme, il est essentiel de protéger l'enfant contre la malnutrition. Et nous avons, une fois qu'ils sont au-delà de ça, un moyen qui est en train d'être utilisé en ce moment, c'est d'essayer la biofortification. C'est pour les enfants qui n'ont pas les moyens d'avoir des suppléments alimentaires, de pouvoir prendre ce qu'ils ont besoin. Et la nutrition, dans le cas du riz doré, n'aurait pas pu être faite, celle-ci, sans un riz transgénique qui amène de la bêta-carotène dans les graines et non pas dans les feuilles de la plante, et qui nous donne donc la possibilité d'avoir du vitamine A. Et ce n'est pas le seul. Dans la patate, les patates douces, on a pu ajouter de la bêta-carotène, comme vous voyez dans la rouge vis-à-vis de la blanche. Et aussi pour le fer, on fait une augmentation, maintenant le high iron rice, qui est riche en fer. Ça, c'est le Quality Protein Maize dont je vous avais parlé. Les deux petits cochons ne sont pas c'est pas une étude de cochons, ils sont jumeaux. Ce cochon a mangé uniquement du maïs ordinaire et ce cochon a mangé du maïs de QPM, Quality Protein Maize. Et d'ailleurs, ce n'est pas un produit transgénique, c'est un produit uniquement ordinaire. Je pensais que cette image, pour moi, est toujours plus forte que n'importe quelle courbe scientifique avec des chiffres, etc. Ça nous aide donc à aller vers des vies plus longues et plus productives. Combattre la vulnérabilité à court terme, surtout, on a parlé pour les agriculteurs, les inondations, la sécheresse, les sauterelles. Les pauvres agriculteurs comme ceux-ci n'ont pas les moyens de faire face à ça. Voilà le changement de la pluviométrie, mais nous voyons qu'à terme, l'eau baisse. Donc ces gens vont vers la sécheresse, vers la défaite. Et généralement, en Afrique, la plupart de ce que vous voyez là, de cette région, sauf les petits points verts, la réduction de la période de croissance des plantes. Il faut habiliter, autonomiser. Nous avons beaucoup eu de discussions sur le mot « empower », donner la puissance aux femmes. C'est essentiel pour le développement, éduquer les filles, autonomiser les femmes. Les femmes en Afrique, comme je vous ai dit, produisent 80% de la nourriture, reçoivent 10% des salaires et possèdent 1% des terrains, et pourtant seulement 15% des vulgarisateurs sont des femmes. La santé de la mère et de l'enfant est essentielle, elles sont liées, et on a parlé du niveau de malnutrition, mais que l'action la plus directe et la plus efficace pour attaquer le problème de la malnutrition des enfants, c'est la santé de la mère.
Le bien-être de la mère se traduit et se transforme en profondeur dans l'amélioration de la santé de l'enfant. Pourquoi les femmes ont besoin d'aide? Parce qu'en général, elles reçoivent moins d'éducation, de soins de santé, de revenus, de crédits, d'emploi, etc. Mais c'est elles qui font la qualité du tissu social dans les sociétés. Donc, éduquer les filles et autonomiser les femmes, toujours, c'est l'essentiel. C'est elles qui tissent le capital social des sociétés. Atteindre les ultra-pauvres, comme l'avait dit M. Dasgupta, des gens comme ça, et ceux qui sont repoussés par les guerres, il ne faut pas les oublier. Dans le monde des Nations Unies, on a toujours des manières très sanitaires de parler des problèmes. On parle des IDPs. IDPs, ça veut dire Internally Displaced Persons. Ce sont des réfugiés, mais qui n'ont pas franchi la frontière nationale. Alors, vous avez des réfugiés au Darfour qui ont dû quitter leur terrain, mais ils se trouvent toujours au Soudan. Donc, ce n'est pas des réfugiés, parce que réfugiés, ça veut dire qu'ils ont franchi. Alors, ce sont des IDPs. Je dis, mais ça ne change pas, hein? C'est la catastrophe pour ces gens-là. Et soutenir la science, nous avons besoin de soutenir davantage la science. Les pays riches ont 40 fois les revenus, mais dépensent 220 fois autant pour la recherche scientifique. Et donc, il n'y a pas de surprise de réaliser qu'il y a un fossé qui se creuse entre les riches et les pauvres. Et ça a besoin aussi de reconnaître les besoins du secteur privé dans ce domaine. Nous avons fait des grandes études, donc nous savons déjà ce dont nous avons besoin. Nous l'avons présenté, l'Inter-Academy Council, au nom de tous les scientifiques du monde. M. Palais et moi-même l'avons présenté à M. Annan en 2004. Nous savons ce que nous demandons dans les 5 volets de la production. Et le 10e et le dernier, le plus important de tous ces commandements, c'est traduire la rhétorique en action. Que de déclarations nous avons entendues. M. Kennedy, au premier sommet mondial de l'alimentation en 1963, nous avons la capacité d'éliminer la faim de la surface de la Terre de notre vivant. Il ne nous manque que la volonté. 1963. En l'an 2000, 200 chefs d'État et de gouvernement se sont engagés à réduire le nombre de personnes qui ont faim de moitié par 2015. En 2010, ils avaient augmenté de 850 millions à 950 millions. Ils étaient passés jusqu'à 1 milliard, ils sont redescendus un peu comme vous avez vu. 200 chefs d'État et de gouvernement sont déclarés. Alors qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut dire? Eh bien, les discours, les déclarations, les plans et les objectifs ne sont pas égaux à l'action. Il nous faut agir d'une manière différente. Ça, c'est un cartoon de mon ami Zapiero, qui fait de très belles caricatures. Ça, c'était à l'Union africaine. Voilà, vous avez Arabic into French, English into Arabic, English Swahili, French into English, etc. Il dit là, rhétorique into action. Ah, il nous manque le traducteur, il nous manque... Monsieur Zapiero, je crois, il a su faire ça. Alors voilà les 10 commandements pour transformer l'agriculture mondiale. Et ceci nous donnerait une agriculture qui pourrait faire face et qui pourrait refléter, soutenir toutes ces politiques et tous ces programmes. Tous les éléments sont essentiels. Le tout dépasse la somme de ces parties. Et avec ça, le cube est résolu. On peut, si on met en place ces dispositifs, toutes les actions dont j'ai parlé se retrouvent, se recoupent, se renforcent. Et il faut oser rêver et oser faire preuve d'audace. Partout où je vais, ce n'est pas nouveau pour moi. Enfin, je vais vous montrer ici une caricature qui a été faite de moi. Ça, c'est M. Hussein, qui était notre plus grand caricaturiste. C'est un grand ami de Plantu, d'ailleurs. Ils ont fait une exposition ensemble. Alors, je faisais des conférences dans ce bâtiment-là. Et il m'a là avec ma cloche en train de dire aux gens « Attention aux pauvres, attention, il faut s'attaquer à la fin. » Et il me dit « Oui, tu étais là, tu avais ça le comble, mais je ne vois pas que les gens étaient là pour t'écouter. » C'est pour ça qu'il a dessiné son dessin comme ça. Il n'y avait pas de gens qui étaient là pour t'écouter. Ils ne t'entendaient pas vraiment ce que tu disais. Je dis « Ah, je ne sais pas. » Il dit « Oui, tu ne peux pas faire plus que tu ne fais avec ta cloche. » Mais il faut devenir les nouveaux abolitionnistes. C'est-à-dire, il ne faut pas se décourager, il ne faut pas baisser les bras, il ne faut pas dire que c'est trop difficile, etc.
Les gens qui ont aboli l'esclavage au XIXe siècle étaient confrontés à des obstacles énormes. Les gens ont dit que l'esclavage a toujours existé. Les intérêts économiques étaient tous pour l'esclavage, pas contre, etc. Et pourtant, ils sont arrivés à convaincre l'humanité que c'était inadmissible. Et il faut faire la même chose pour la faim. On peut abolir la faim. Et le monde doit dépasser cette notion de capitalisme sauvage que nous avons vu il y a 2 ans, le résultat faramineux qui a eu lieu, qu'on a vu. L'exemple mené par un grand Français, un grand ami à moi, un grand Français, l'Antarctique. Eh bien, quand les gens ont découvert l'Antarctique, ils ont dit amenez les bulldozers, allez, on va faire exploitation, mines, pétrole, etc., de l'argent, des bases militaires, on va faire des belles choses là-bas, revendiquant les parties de l'Antarctique. Cousteau, le commandant Cousteau, avec un nombre d'autres idéalistes comme lui, ont dit non, on va protéger l'Antarctique. Gardez-le pour la nature, pour la science et pour les générations futures. On lui a dit, mais t'es pas fou, non? Tu veux un continent entier pour les pingouins? Elle a dit, oui. Oui, exactement. On va laisser les pingouins sur l'Antarctique. Eh bien, on a eu l'accord de l'Antarctique. Il n'y a pas de base militaire à l'Antarctique. Il n'y a pas de commercialisation de forage pour les minerais, etc., du moins pour le moment. Donc, l'autre rêveur, M. Martin Luther King Jr., prix Nobel de la paix en 1963, se lève à Washington dans la grande période avant même les lois de 64 pour l'égalité des Noirs, et dit « J'ai un rêve qu'un jour mes enfants vivront dans une nation où ils ne seront pas jugés par la couleur de leur peau, mais par leur caractère. » 45 ans, jour par jour, M. Obama était élu aux États-Unis. Un rêve qui, à l'époque, en 1963, était impensable. Et Obama lui-même nous dit qu'il faut avoir l'audace de l'espoir. Des grandes personnalités comme Margaret Mead nous disent ne doutez jamais qu'un petit groupe de citoyens engagés et réfléchis puisse changer le monde. D'ailleurs, rien d'autre n'y est jamais parvenu. Alors, il faut que nous travaillions tous ensemble. Tous ensemble, ce n'est pas une question de leader. Comme disait Camus, ne marche pas devant moi, je ne te suivrai peut-être pas. Ne marche pas derrière moi, je ne te guiderai peut-être pas. Marche juste à côté de moi et sois mon ami. C'est comme ça qu'il faut s'engager sur la voie de l'humanité, pour les petits fermiers, pour les enfants, pour la génération future, pour le monde entier. Et si il semble à des gens que nous ne pouvons pas réussir, pouvons-nous vraiment faire face à ces intérêts établis, ce manque d'engagement? La mobilisation des savoirs peut-elle vraiment faire face à la faim? Je dis que nous, les nouveaux abolitionnistes, nous disons oui. Pas seulement nous disons oui, et si notre équipe semble petite en ce moment et que l'opposition semble très forte, eh bien, nous surprendrons le monde. Et je vous remercie.